et à toutes sur ce webinaire portant sur le micro-learning. On va passer ensemble une petite heure et on va tenter de respecter le temps, comme je disais. Je vous propose de poser vos questions également, là, comme c'est mentionné là, dans la petite fenêtre de chat, au fur et à mesure que le webinaire va se passer. Et on va se garder là, 15 à 20 minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Donc, d'entrée de jeu, l'objectif de ce webinaire sur le micro-learning est d'abord de faire une bonne couverture du sujet, en priorisant d'abord l'aspect de la performance. Cette partie est importante et on va y consacrer le temps nécessaire pour bien la comprendre, du moins lors de rencontres avec les clients. La partie de performance est inévitable. On doit régulièrement faire le point, en faire un point de discussion avec eux pour bien comprendre, dans le fond, leurs attentes en matière de performance et c'est ce qu'on va faire, entre autres, aujourd'hui. On va également aussi dédier du temps à l'aspect pédagogique et l'aspect conception. Même si on pourrait y consacrer l'heure au complet, on va vraiment s'attarder une certaine partie pour, bien sûr, vous aider aussi, vous donner quelques pistes à bien comprendre les enjeux et vous montrer quelques exemples d'utilisation du micro-learning qui ont été mis de l'avant auprès de certains clients. De plus, je vais vous présenter quelques incontournables aspects technologiques, bien sûr, en lien avec les outils qui nous permettent, bien sûr, de développer là, les solutions de micro-learning. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, dans un premier temps, qui sommes-nous? Ce que je vous propose, c'est de présenter l'ICOM. On va voir ça très, très rapidement pour tomber dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, voici l'ICOM en quelques mots. L'ICOM est un chef de file au Canada dans le domaine de la formation en ligne. On développe des formations innovantes, intégrant la technologie pour créer des expériences d'apprentissage engageantes et profitables. Nous proposons des services de consultation stratégique et pédagogique, des services de développement de formation sur mesure, incluant ou non la formation en ligne, de la formation mixte, le mobile learning, le jeu sérieux, la simulation, l'apprentissage social et bien sûr le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui, le micro-learning. On accompagne également les organisations dans le déploiement de nos solutions technologiques. C'est bien évident au niveau des différents outils de déploiement, que ce soit on parle de systèmes de plateforme de gestion de la formation, de micro-portails et ainsi de suite. Elicom était fondé en 2002, donc déjà 12 ans, dans le développement de solutions de la formation, plus spécifiquement dans la formation en ligne, comme je le disais tout à l'heure. On met à votre disposition une équipe multidisciplinaire de près de 90 employés à temps plein. C'est des professionnels, on parle des programmeurs, des technologues pédagogiques et ainsi de suite. Nous avons 4 bureaux, Québec, Montréal, Toronto et Casablanca. Nous avons réalisé plus de 450 projets de formation en ligne pour une vaste clientèle québécoise, canadienne et internationale. Voici une liste non exhaustive de clients et de partenaires qui nous ont fait confiance pour la conception et le développement de solutions de formation. Vous pouvez voir dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine financier, les assurances, techniques, la vente au détail, les mines. Donc, c'est une base de clients une liste de clients très large et les non exhaustifs, bien sûr. Bon, qui suis-je? Bon, je suis Patrick Dupéré, directeur des stratégies de formation pour Elicom, localisé à Toronto. Certains d'entre vous me connaissent déjà. J'ai un bagage de plus de 15 ans d'expérience dans la formation, plus spécifiquement dans les solutions de formation en ligne. Je me suis joint à l'équipe d'Elicom il y a bientôt 2 ans. Principalement reconnu pour être en mesure de vulgariser, opérationnaliser et appliquer les théories de l'apprentissage dans le concret, dans les organisations, avec l'évaluation des retours sur les investissements. On me considère aussi comme une personne à l'affût des tendances. J'en fais, je vous dirais, un porte-étendard, de vraiment être en mesure de bien expliquer les tendances et d'être en mesure d'appliquer et de rendre les tendances concrètes au niveau de l'application de celles-ci au niveau des organisations. Notre sujet du jour, bien sûr, qu'est-ce que le micro-learning? Est-ce que c'est un nouveau buzzword qui fait le chemin dans le domaine de la formation? Je vous dirais que pour ma part, j'ai été initié au concept de micro-learning en 2004. Bon, effectivement, ça fait déjà 10 ans. En début de carrière, un de mes premiers mandats était le développement d'une plateforme de gestion de la formation, plus communément appelée LMS.
pour laquelle j'étais responsable de tout l'aspect des normes AICC, des spécifications SCORM. D'entrée de jeu, me voilà plongé dans un environnement d'objets d'apprentissage, de blocs de contenu, d'agrégation de contenu, des actifs et de séquençage de tous ces objets-là. Au même moment, au MIT, en 2004-2005, il y a un papier de recherche qui a été présenté à une conférence qui s'appelait Microlearning and Narration, Exploring the Possibilities of Utilization of Narration and Storytelling for Designing Micro-Unit and Didactical Microlearning Arrangement. Ce papier-là, dans le fond, faisait l'étendard de l'utilisation, comme c'était mentionné, de petits objets et de petites histoires pour la formation. Si on prend, pour bien définir, je vous dirais le microlearning, si on prend Wikipédia, Wikipédia définit le microlearning comme une méthode d'apprentissage où les concepts et les sujets et les idées sont présentés en très petits morceaux ou blocs à un intervalle de temps court, souvent lorsque les participants en ont besoin. Donc, on parle ici de juste à temps. Wikipédia ajoute également la notion de structure comme caractéristique, donc vraiment l'aspect comme s'étant des blocs, des petits blocs, il y a un aspect de structure qui est important et ils font souvent appel avec dans l'interaction des micro-contenus, qu'elles soient inclus dans une structure d'apprentissage en ligne ou qu'elles soient plus principalement séquencées à l'intérieur de blogs ou de formations en salle. Maintenant qu'on a une définition commune de qu'est-ce que le micro-learning, quel est le lien que nous pouvons en faire avec la performance? On s'entend, l'humain, le sujet même du développement et de la formation, n'a pas drastiquement changé. Si on prend par exemple les peintures de Lascaux qui démontrent des scènes de chasse ou de la vie quotidienne de l'humain à cette époque, on peut supposer que ces scènes avaient pour objectif de transmission des connaissances ou une transmission des différentes techniques qui appliquent le comment ou le comment dans un contexte. Donc, pour bien comprendre le lien entre la performance et le micro-learning, il faut bien regarder, ou regarder plus précisément dans quel contexte celui-ci contribue dans le cadre du développement de l'utilisateur. Le micro-learning, comme moyen de formation, vient combler l'espace, le fossé entre l'apprentissage formel et l'apprentissage informel. Nous pouvons discuter longtemps sur le contexte actuel des environnements de travail pour lesquels nous devons, à titre de conseiller de formation ou accompagnateur de clients ou technologue de la pédagogie, pardon, excusez-moi. Donc, comme conseiller de trouver une solution viable qu'on doit évoluer rapidement et combler les besoins de plusieurs publics cibles. Donc, ce que je veux dire, c'est que souvent, dans le contexte actuel, les situations, on est appelé à dire, bon, trouvez-nous un apprentissage, est-ce qu'on fait de l'informel ou on fait du formel? Vraiment, le micro-learning va nous aider à, par rapport à ce qu'on développe actuellement, un apprentissage formel et maintenant de l'informel, quel est le lien ou le pont à faire entre les deux? C'est vraiment l'aspect qui vient mettre le micro-learning en avant-plan et qui nous permet vraiment de mettre en lien avec la performance attendue. Les besoins, les budgets, la technologie et les changements sociaux viennent initier des nouveaux besoins et des nouveaux concepts et des nouvelles stratégies en matière de formation, plus particulièrement la formation en milieu de travail. Je pense que la plupart d'entre vous sont familiers avec le principe du 70-20-10, qui a comme prémisse qu'il faut sortir les apprenants de la salle de classe pour mettre l'accent sur la pratique et le contexte. Le principe est simple. L'apprentissage se compose à 70% d'expérience pratique, 20% d'apprentissage social et informel et 10% d'apprentissage formel. Donc, l'apprentissage prend son sens dans le contexte, que ce soit au travail, à la maison, en déplacement. En utilisant le micro-learning, non seulement le micro-learning comme stratégie de formation formelle, mais également comme support à la performance en situation de travail. Lorsque l'utilisateur en a le besoin, nous venons d'ajouter de l'efficacité et contribuer à la performance de celui-ci. Pour bien comprendre comment il est possible d'utiliser le micro-learning dans un contexte de support à la performance, j'aimerais vous présenter deux exemples. Deux exemples concrets de projets que j'ai moi-même réalisés pour des clients. La première solution de formation est pour Desjardins, plus spécifiquement les utilisateurs d'un centre d'appel pour parfaire leur prise en charge des appels en anglais. La deuxième solution
et pour la Banque de développement du Canada, dans un contexte différent, qui avait pour objectif de former et de supporter les utilisateurs d'un nouveau système informatique. Donc, débutons par Desjardins, dans le cadre du projet Carefocal. Le projet de Desjardins est un projet innovateur qui, dans un contexte de centre d'appel, invite les utilisateurs à parfaire leurs compétences pendant leur temps de travail entre deux appels. L'objectif est bien sûr de prendre en charge un appel en langue seconde, en langue anglaise, selon une approche, je vous dirais, de pool, c'est-à-dire que l'utilisateur est libre d'accéder au contenu selon ses besoins. Carefocals est composé de 10 micro-capsules de formation entre 3 et 5 minutes. Chacune dans un portail web personnalisé, propre à Desjardins et intégré dans un système de gestion des connaissances, des apprentissages. Le contenu structuré selon une approche de résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'en introduction, l'apprenant ou le participant a une simulation d'appel en anglais qui est présentée. Par la suite, celui-ci doit choisir comment le personnage devrait répondre aux membres et une rétroaction lui est fournie par la suite sur sa performance. Et en bout de ligne, suite à sa performance, les bonnes pratiques lui sont présentées en guise de conclusion. L'autre exemple que je vous parlais tout à l'heure, la solution de la formation pour la BDC, cible la transformation complète de son processus de prêt et des systèmes informatiques qu'il supporte. La BDC a donc décidé de mettre en place une stratégie multiple. La stratégie multiple étant, je vous dirais, une portion en salle, donc très formelle, une portion en ligne encore formelle, et une partie un peu plus informelle qui est par des mentors et la formation par les pairs, dans lequel la stratégie de micro-learning qui a été développée lors de la formation en ligne peut être utilisée pour le support à la performance. Donc, qu'est-ce qui a été créé pour le projet? C'est encore une fois un portail personnalisé pour la Banque de développement du Canada qui structure les éléments de contenu selon deux paramètres et qui sont des types de filtres. Les éléments de contenu peuvent être assemblés et présentés selon le rôle que l'utilisateur occupe dans l'organisation, donc propre à ses tâches, et selon le processus dans lequel celui-ci intervient, donc le contexte. L'outil de recherche permet également, à l'aide de mots-clés, de rechercher et identifier des contenus pertinents en fonction des besoins des utilisateurs. Donc, l'utilisateur est en train d'effectuer une tâche et recherche l'information sur une procédure à appliquer ou une fonctionnalité à utiliser, fait la recherche et est supporté à l'aide d'un micro-contenu qui dure entre 5 et 7 minutes sur la tâche à effectuer à l'intérieur de l'outil. Dans le cadre du projet de la BDC, les activités de formation prennent 4 formes. Alignées sur des besoins de performance, il y a des activités de démonstration qui présentent comment une tâche est effectuée dans l'application, donc how to, donc comment faire les choses. Une activité de défi ou de challenge qui demande aux utilisateurs une performance et qui vient soutenir l'apprentissage des règles d'affaires intégrées dans l'application. Des activités d'exploration qui permettent à l'utilisateur de se familiariser avec les interfaces de navigation du système. Et des activités de pratique guidée qui accompagnent les utilisateurs lors de l'exécution de la tâche. Si vous voulez bien, je vais quitter la présentation et je vais vous montrer l'outil en tant que tel, comment il opère au niveau de l'assemblage et vous montrer un exemple d'une micro-capsule. Vous allez voir que c'est d'une simplicité et d'une grande flexibilité. L'approche de micro-learning qui a permis à la BDC de réutiliser des contenus pour former différents acteurs dans l'organisation. C'est-à-dire qu'une capsule peut être réutilisée, peut être enlevée, modifiée, mais on peut même ajouter des capsules au fur et à mesure que les besoins ou l'évolution du système se passe dans l'organisation. Donc, n'étant pas attaché à un contenu fixe, donc les micro-capsules peuvent être séquencées et créer d'autres parcours de formation. Donc, je vais quitter la présentation, comme je vous dis, et je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça ressemble et comment les gens de la BDC vivent leur expérience de micro-learning. Il faut comprendre que cette expérience de micro-learning-là a été présentée en salle et par la suite, les gens ont accès au portail en support pour revoir ces micro-capsules-là. Donc, je viens d'activer le portail de la BDC. Comme je vous disais tout à l'heure,
il y a différentes clientèles, il y en a 14, donc 14 parcours différents qui réassemblent ou représentent les capsules dans un ordre précis pour chacun des rôles dans l'organisation. Donc, si j'applique un rôle en particulier, on va pouvoir voir que les capsules changent, donc plusieurs capsules. Il y en a un jeu d'environ 80 qui permettent aux personnes vraiment d'avoir un parcours personnalisé et qui sont en lien avec différentes tâches associées à l'application. Les gens peuvent également filtrer en fonction des processus d'affaires. Bon, au-delà de mes tâches, souvent je dois rechercher si je suis dans un processus de prêt ou dans une prise de garantie, quelles sont les activités qui sont associées à ce processus-là. Donc, qui permet vraiment à l'utilisateur de personnaliser, rechercher, dans un contexte de travail, selon où ce qui est rendu dans le processus, quelles sont les tâches ou quelles sont les unités d'information ou de formation qui vont l'aider à faire ces tâches, qui vont l'accompagner dans sa performance à réaliser. Question de structure. Une structure de micro-learning est composée principalement et très simplement d'une structure simple, c'est-à-dire d'une introduction, d'une activité et d'une conclusion. Donc, d'entrée de jeu, on voit l'introduction qui place le contexte dans lequel la tâche va être effectuée. Par la suite, nous allons amener l'utilisateur à réaliser la tâche. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 4 structures ou 4 types d'activités. On voit bien qu'ils sont présentés au niveau de l'aide, la démonstration, la pratique guidée, l'exploration et le défi. Chacune des capsules va amener l'apprenant à réaliser différents objectifs. Donc, si je commence, donc ainsi de suite, on aide l'apprenant à réaliser sa tâche pour une prise de garantie. On voit que c'est une application système. À l'intérieur de ce système-là, on explique les règles d'affaires et on supporte l'utilisateur pour réaliser sa tâche, comme je disais tout à l'heure. Donc, d'entrée de jeu, c'est une méthode qui est simple, peu coûteuse et efficace, qui forme et qui permet par la suite de supporter sa performance. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'apprenant est l'organisation, la BDC est autonome pour créer le nombre de capsules selon les besoins des utilisateurs. Donc, s'il y a une fonctionnalité qui est développée dans un deuxième temps ou dans une version 2 de l'application, la BDC ajoute et reséquence en fonction de ses besoins. Dans un autre contexte, autour de nous, il existe plusieurs autres exemples d'utilisation d'une approche de micro-learning. Rapidement, j'aimerais vous en partager quelques-uns avec vous. Entre autres, Rona, l'entreprise Rona. Il y a aussi ce qu'on appelle, nous, les TED, les capsules TED, et Common Craft. Dans un premier temps, Rona, l'initiative de Rona, à partir de son site, est hébergée sur YouTube Channel, présente plusieurs capsules vidéo démontrant comment, par exemple, installer des tuiles de céramique, installer des fenêtres, faire l'installation d'un mur intérieur, et tout ça dans une approche très, très simple et de courte durée. On parle ici de vidéos de 5 à 4 minutes présentant étape par étape la réalisation de la tâche. Donc, dans le cas de Rona, par exemple, la construction d'un mur intérieur en 6 étapes d'une durée de 5 minutes permet ou présente plusieurs informations pertinentes qui sont fournies à l'utilisateur qui doit réaliser cette tâche-là, donc une pertinence dans un contexte. Le temps de réalisation, le niveau de difficulté et le nombre d'étapes va aider celui-ci dans sa décision, à savoir, bon, j'ai la performance à effectuer, voici les paramètres, donc en 5 minutes, je suis en mesure de voir l'ensemble des étapes, comment faire la tâche que je dois réaliser. D'une simplicité et d'une efficacité, je vous dirais, les vidéos sont disponibles en anglais et en français, et encore là, ça aide dans un contexte de performance ou de réalisation à l'utilisateur de pouvoir effectuer la tâche. Je vous parlais de TED tout à l'heure. Dans une toute autre ordre d'idées, les conférences vidéo TED présentent une impressionnante collection sur le partage des idées et les concepts innovateurs sur différents sujets. Un peu plus, je vous dirais, soft, mais on parle de science, de technologie, des affaires, des enjeux mondiaux. Principalement, c'est des
c'est des présentateurs réputés qui viennent exprimer leurs idées, leurs concepts. Et encore là, la banque grossit d'année en année. Ils sont à plus de 1700 présentations, tout dépendamment des sujets et dans plusieurs langues également. Et encore là, si on regarde là, au niveau du portail qui a été développé par TED, on voit que les gens peuvent filtrer par sujet, événement, langue et également faire des recherches sur différents sujets. Donc, ça permet aux utilisateurs de vraiment trouver ce qu'il y a de besoin juste à temps, encore une fois, pour pouvoir bien être supporté ou avoir pas être perdu dans un ensemble d'informations. Un autre exemple très, très populaire, je vous dirais, encore une fois, qui utilise la technologie YouTube Channel, est Common Craft. Common Craft présente une série d'animations d'une durée variant de 2 à 6 minutes sur différents sujets comme la réalité augmentée, les médias sociaux, Twitter. Leur objectif est de vulgariser et d'illustrer à l'aide d'histoires, on parle de storytelling, des concepts abstraits avec une touche d'humour. Donc, c'est vraiment, comme Common Craft, comme Rona utilise des fonctionnalités de YouTube pour rejoindre des utilisateurs, qui est le public en général, et dans un objectif de vulgarisation. Donc, à l'aide des exemples, on a pu avoir une bonne idée de qu'est-ce que la définition du micro-learning, mais en même temps, qu'est-ce que c'est, comment c'est conçu. On arrive à l'aspect conception, comment créer ces capsules-là. Donc, le micro-learning est une structure de formation qui présente des blocs de concepts. Chaque bloc d'une durée, on parle de 5 à 15 minutes, vise l'atteinte d'un seul objectif. Je vous dirais que la tendance souvent des experts est d'ajouter beaucoup de contenu. Il faut vraiment, dans une approche de micro-learning, se limiter. On parle d'un objectif ou deux maximum. Et pour gagner en signification dans un contexte, la personne doit être en mesure de bien saisir l'objectif très, très rapidement de l'objet. Donc, selon l'auteur de la recherche du MIT que je vous avais exposé en début de webinaire, Theo Hug, la capsule de formation comporte les caractéristiques suivantes. Bon, on parle de durée, donc l'effort doit être relativement bref. Le contenu doit être structuré en petites unités. Donc, aussi une forme adoptée généralement en fragments ou en épisodes, mais aussi une structure qui se répète. C'est-à-dire, quand je parlais tout à l'heure d'une introduction, une activité, une conclusion, cette standardisation-là de l'approche permet aux utilisateurs d'avoir ou de gérer leurs attentes et de bien comprendre, de bien saisir vers quoi ils vont être amenés. Le processus doit être également intégré et basé sur une méthode itérative, c'est-à-dire que nous pouvons, au fur et à mesure des besoins des capsules, faire évoluer la solution. En utilisant des petits morceaux, il est possible de prioriser, d'en développer aux besoins selon les besoins des utilisateurs. Donc, ce n'est pas une solution qui est fermée, mais on voit ça comme une solution évolutive. On peut commencer à développer 5 capsules, par la suite en ajouter 4. On voit sous forme de portail ou l'utilisation de YouTube Channel ou même des LMS comme tel. Donc, en ajoutant des capsules, on vient répondre à plusieurs besoins. Donc, c'est une solution de formation qu'on dit évolutive ou itérative en fonction des besoins. Les médias utilisés sont principalement électroniques. Je vous dirais que bon, le micro-learning, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites là, en envoyant des SMS ou des courriels. Je vous dirais que la meilleure façon qu'on retrouve sur le marché actuellement, c'est principalement des médias électroniques. On parle là de petites vidéos, on parle de petites animations, on parle de petites activités. Le type d'apprentissage, comme je vous le disais tout à l'heure, par sa structure, est basé sur la répétition, mais également la participation. Il doit être constructif et pragmatique, donc très, très concret. Les éléments de contenu doivent poursuivre un objectif simple et précis et exprimer un sujet ou une idée unique. L'apprentissage doit porter ou être propre à un contexte, donc vraiment contextualiser l'apprentissage. C'est très, très important pour que l'utilisateur puisse être en mesure de rechercher et de se positionner par rapport au contenu qu'il voit. Ainsi, lors de la conception, donc quand on fait le design ou la conception des capsules, l'information peut être structurée en parties simples.
On parle d'une introduction qui présente une description de tâche, la définition d'une problématique ou la présentation d'un sujet. On parle d'une activité qui consiste à un exercice, la résolution d'un problème, comme dans le cas de Desjardins et le projet Carfocal, qui était une problématique ou un appel, ou l'exécution d'une tâche, dans le cas de Rona, construire un mur intérieur, ou dans le cas de la BDC, qui était d'effectuer une tâche dans un système informatique, et une conclusion qui apporte une rétroaction sur l'exercice ou la performance de l'utilisateur. Donc, encore là, vraiment contextualisé. L'activité de formation de microlearning devrait être orientée sur l'utilisateur et l'encourager dans l'action et l'interaction, et surtout basée sur sa participation. Donc, on s'adresse principalement dans la conception, si on demande à l'utilisateur d'exécuter des tâches, on s'adresse directement à lui. On lui pose des problématiques qui lui sont significatives dans sa situation de travail. Donc, c'est des éléments qui sont très, très importants quand on parle de microlearning. Au niveau des outils, de microlearning, comme on parle de médias électroniques, je vous dirais qu'il y a plusieurs logiciels auteurs qui nous permettent de réaliser des éléments simples de microlearning. On parle des suites qui existent déjà sur le marché et qui sont disponibles à tous. On parle des éléments d'Adobe, entre autres Adobe Captivate. On peut parler lors de la réalisation de vidéos ou d'enregistrement vidéo, on peut parler de Camtasia, mais aussi des outils auteurs qui sont très, très répandus dans le domaine, comme la suite Articulate Presenter et la suite Articulate Storyline. Maintenant, en fonction de vos publics cibles, comment agréger ou assembler ces petites capsules-là, c'est certain que ça va toujours en fonction de l'audience. On parle de portail personnalisé dans le cas de diffusion à l'interne d'une organisation. Portail personnalisé dans lequel on peut développer différentes fonctionnalités ou différents éléments de recherche ou de filtres de recherche. Je vous en ai présenté deux, entre autres, un pour Desjardins et un pour la BDC. Certains systèmes de gestion des apprentissages, dont LMS, vous permettent également de gérer des petits objets comme ça, entre autres par les normes SCORM et la normalisation de ces plateformes-là. Si vous avez des clientèles externes, bien sûr, il y a des éléments qu'on peut appeler comme YouTube Channel. On peut même parler de blog à ce moment-là au niveau des médias sociaux. Dans le cas d'éléments de gestion de changement, on parle de capsules. À ce moment-là, on peut faire appel au niveau des médias sociaux. On peut associer des capsules à des courriels. Compte tenu de la petite taille ou la courte durée, on parle souvent là, de réalisations qui sont supportées ou qui peuvent être attachées à l'intérieur d'un courriel. On peut parler également au niveau des organisations, qu'on parle de wiki ou de Wikipédia interne, si je peux dire ainsi, ou d'intranet sur lequel ils peuvent être hébergés et gérés. On parle de sites comme SharePoint, facilement intégrés dans les organisations aujourd'hui, qui peuvent permettre l'accès ou la gestion de ces petites capsules-là, de ces petits blocs-là. Bien sûr, il y a toujours un travail, je vous dirais, c'est pas tout de créer ou de concevoir ces petites capsules-là, mais aussi pour les buts de filtrer et de rechercher ces capsules-là. C'est important de pouvoir mettre des données ou des mots-clés à l'intérieur ou dans l'emballage des capsules pour pouvoir les rechercher. Parce que c'est beau, c'est bien beau, je vous dirais le microlearning, ça a ses avantages, mais aussi ça a aussi ses inconvénients. On parle de briser des informations ou des contenus de formation en plusieurs petits morceaux, mais il faut aussi être en mesure, je vous dirais, de bien les retrouver et les rendre accessibles. C'est toute une question d'accessibilité pour les utilisateurs et c'est très important à ce moment-là que les outils que vous allez utiliser vous permettent vraiment d'inclure des mots-clés à l'intérieur de vos capsules pour pouvoir vraiment les rechercher, les gérer et les filtrer. Et ça demeure toujours un défi. C'est pourquoi, bien sûr, que dans la majorité des cas, moi, je recommande l'utilisation d'un portail personnalisé. On voit que YouTube Channel a déjà les fonctionnalités de mots-clés de recherche qui sont déjà présentes. Donc, le problème ne se pose pas. Mais quand on parle à l'intérieur d'un LMS, je vous dirais quand on ajoute un ensemble d'objets d'apprentissage ou de petites capsules, c'est important qu'ils puissent être en mesure de les retrouver et d'y accéder rapidement. Quand on parle dans l'action au niveau de la performance, encore là, c'est une question d'accès,
de disponibilité et de rapidité. Les bénéfices du micro-learning viennent du principe qu'il est possible de prioriser les éléments de contenu, de diffuser rapidement un contenu pour répondre à un besoin, et les contenus peuvent être utilisés juste à temps par l'utilisateur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'important, c'est l'accessibilité et la rapidité. Pour un exemple de priorisation, quand je vous disais au niveau des impacts des coûts, et à ce moment-là, pour augmenter les bénéfices au niveau de la stratégie, une approche qui est souvent utilisée, c'est l'approche des erreurs commises le plus fréquemment. Donc, ce que ça vous permet, cette approche-là, c'est vraiment d'identifier les contenus à développer ou à prioriser lors d'un projet de formation. Cette forme de priorisation-là, en identifiant les capsules qui devront être développées en priorité, ont un impact vraiment significatif sur l'organisation. Donc, d'entrée de jeu, dans certains cas, comme Desjardins, on avait priorisé un nombre de 10 capsules et on les avait disponibilisées rapidement aux utilisateurs. Dans d'autres cas, on peut attendre de développer une masse critique pour déployer, mais on peut aussi avoir un plan de déploiement différent, c'est-à-dire une capsule de façon hebdomadaire ou une capsule quotidienne. Donc, ça vous permet vraiment, à ce moment-là, de maintenir l'intérêt des gens et d'être en mode, je vous dirais, itératif, comme je vous l'expliquais précédemment. Le contenu peut être développé et évolué selon les besoins des utilisateurs. Nous pouvons ajouter ou retirer des contenus facilement sans modifier la structure de la formation. On a vu, c'est des petits blocs simples. Ça nous permet vraiment, à ce moment-là, de gérer nos contenus et d'en modifier la structure sans changer la totalité de la formation. En situation de travail, l'utilisateur peut revoir des éléments de contenu pour le supporter lors de l'exécution de la tâche. Je veux bien préciser que dans le contexte de la BDC, dans un mode plus formel, les gens avaient accès aux capsules de micro-learning. Donc, en même temps que la formation en salle qui était disposée. Par la suite, la formation en salle a été évacuée du plan de formation et ce qui est demeuré ou ce qui est resté à l'intérieur de l'organisation est vraiment l'approche de micro-learning pour supporter les utilisateurs lors de l'exécution de leurs tâches. On parle ici de base de connaissances, d'accès à l'expertise. L'utilisateur a l'opportunité de pratiquer immédiatement ces nouvelles connaissances, c'est-à-dire qu'il visionne une capsule et par la suite va faire l'action dans le vrai système. Et d'où ça prend son sens au niveau de la performance. Nous sommes maintenant, c'est ce qui conclut présentement notre webinaire d'aujourd'hui. Je reste à votre disposition pendant 15 à 20 minutes pour répondre à vos questions. Je crois qu'on a un peu plus de temps que ça. Si je n'ai pas le temps de répondre à vos questions pendant cette période, je vous reviendrai personnellement par courriel dans les prochains jours. Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu au webinaire, je vous invite à inscrire vos questions dans la fenêtre de chat et à ce moment-là, ça me fera un plaisir de répondre à celles-ci. C'est ce qui conclut notre webinaire et je vous dis merci de votre attention. Donc, j'ai une première vague de questions qui vient d'arriver. C'est une question, entre autres, c'est quel est le lien entre le micro-learning et le mobile learning? Le lien est très, très proche, je vous dirais, par le fait que le design du micro-learning se prête bien à une stratégie de mobile learning. Tout dépendamment de l'outil auteur que vous allez utiliser, on s'entend, et la façon de les gérer aussi ou de les présenter à l'intérieur du mobile ou de l'appareil mobile, le micro-learning est la solution de formation idéale pour une transposition ou la diffusion en mobile. Une autre question. Est-ce que les capsules de micro-learning doivent toujours faire travailler l'apprenant pour être efficaces? Par défaut, comme je vous dis, au niveau de l'interactivité, c'est pas nécessaire, compte tenu du fait que la capsule de micro-learning est très, très proche de la tâche effectuée. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure du 70-20-10, quand on regarde une capsule de micro-learning, c'est parce qu'on veut exécuter la tâche le plus rapidement possible. Donc, la formation,
la solution de formation est très très proche de la réalisation ou de la pratique. Donc, je veux faire une tâche, comme je vous disais, dans un système X, je vais visionner une capsule de micro-learning, je comprends les notions, je comprends les étapes de tâche effectuées, et par la suite, je vais effectuer la tâche. On prend le cas de Rona. Tout à l'heure, quand on présentait comment construire un mur intérieur, je m'attends à ce que quand j'ai un besoin X de regarder une capsule de cette nature, que la réalisation de l'action va être très très proche de celle-ci. Avez-vous des exemples de stratégies de formation mixte? Une autre question, avez-vous des exemples de stratégies de formation mixte incluant le micro-learning? Je crois que la BDC est un bon exemple. Comme je vous disais tout à l'heure, la stratégie de micro-learning accompagnait une formation en salle, donc les parcours de formation étaient gérés à l'intérieur du portail et les capsules étaient assemblées. Par la suite, ce qui survit à l'intérieur de l'organisation, une fois la diffusion de la formation formelle, ce sont les capsules. Donc, les capsules permettent vraiment à ce moment-là d'être associées à la performance attendue des utilisateurs. Comment les médias sociaux peuvent être utilisés concrètement pour le micro-learning? Une autre question qui peut être intéressante. Encore là, c'est une question de taille de micro-learning. Ces petites capsules-là, au niveau technologique, ont un poids très, très réduit. Que ce soit au niveau d'utilisation de stratégies de Twitter, je parlais plus au niveau de la gestion de changement tout à l'heure. On parle de petites capsules sur des idées, des idéologies. On peut vraiment à ce moment-là utiliser les médias sociaux pour diffuser les capsules de micro-learning. Que ce soit attaché dans un courriel, que ce soit attaché dans un tweet, que ce soit attaché au niveau d'un profil LinkedIn, que ce soit utilisé à l'intérieur, je vous dirais, d'un podcast. C'est des éléments là, qui sont très, très propres au micro-learning et qu'on peut bénéficier d'une stratégie comme ces stratégies-là comme telle. Comment vous assurer que les employés consultent le contenu de micro-learning? Il y a une chose qui est intéressante dans une approche de micro-learning. Le micro-learning, oui, effectivement, est une stratégie sur le pôle, c'est-à-dire que comme l'utilisateur a besoin de l'information ou le besoin vient de celui-ci, je vous dirais que par défaut, le fait qu'ils vont voir les capsules, je ne peux pas garantir qu'ils aient vu toutes les capsules. Par contre, ils vont répondre aux besoins de l'utilisateur. Le micro-learning devient une source de référence pour eux ou une source d'expertise. Également, dans les portails de micro-learning pour les solutions de la BDC, il y a toujours un aspect de suivi. Donc, les capsules visionnées ont un état différent. La totalité du tracking pour s'assurer que les employés consultent l'ensemble des contenus, ça prend obligatoirement un système de gestion ou un LMS derrière qui vont suivre l'évolution ou le parcours de l'apprenant dans les capsules. Une autre question. En quoi le micro-learning augmente-t-il l'efficacité de la conception et du développement des contenus de formation? Je vous dirais que l'approche est similaire. Par contre, comme on a une priorisation des contenus, dans certains cas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut développer les contenus en fonction du niveau, je vous dirais, de readiness, ou on appelle plus précisément différents contenus qui sont déjà prêts à développer. Donc, la priorisation peut se faire souvent. Quand on fait une analyse de besoins, il y a des contenus qui sont déjà existants. Il y a des contenus qui sont non disponibles et qui restent à développer. La stratégie micro-learning, comme les objets sont tous brisés en petits morceaux, bien, d'entrée de jeu, on peut déjà prioriser les contenus qui sont déjà existants versus les contenus qui ne sont pas encore existants. Et ça ne nous empêche pas d'évoluer dans le projet. Donc, vraiment, à ce moment-là, la conception va se faire plus rapidement parce qu'on va travailler de façon indépendante chacun des morceaux et les contenus qui ne sont pas encore développés, bon, c'est ceux qu'on va développer en dernier. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va prioriser les contenus qui sont déjà existants, les contenus qui sont déjà disponibles. Et à ce moment-là, on va pouvoir à ce moment-là aller plus rapidement dans la progression. Également, l'autre aspect, le micro-learning, comme c'est des petites capsules qui sont toutes brisées en petits morceaux, on peut avoir une équipe de conception qui travaille de façon indépendante sur chacune des capsules. Donc,
dans le cas de la BDC, on s'est donné un cadre de travail. Il y avait plusieurs personnes, plusieurs concepteurs qui suivaient la recette et qui partaient avec différents experts de contenu de front pour développer l'ensemble des capsules. Donc, on n'était pas attaché vraiment à un seul concepteur qui devait maîtriser la totalité ou la vision globale pour vraiment, à ce moment-là, développer les contenus. Donc, on gagne au niveau de la rapidité, je vous dirais, des contenus de développement des contenus de formation. OK. Voici d'autres questions. Dans le cadre du projet de BDC, quels outils ont été utilisés? Simplement, Captivate. Je vous dirais, c'est une approche, c'est une solution technologique qui utilise une application. Captivate pour les captures des écrans, les tâches à effectuer, c'est l'outil qui a été utilisé. Est-ce qu'un site SharePoint peut devenir un LMS? Je vous dirais que, bon, techniquement, pourrait, si on ajoute une notion de base de données qui permet le tracking. Encore là, par rapport à la stratégie de micro-learning, ça revient un peu à la question tout à l'heure, est-ce qu'on doit suivre la progression des apprenants ou avoir une traçabilité? Comme c'est une solution, comme le micro-learning est une solution principalement de pull, donc d'aller chercher, le besoin vient de l'utilisateur, donc d'aller chercher de l'information. L'adhésion vient de façon automatique. Je pourrais vous dire à ce moment-là, même avec d'autres clients, qui utilisent une stratégie de micro-learning, l'adhésion est très très forte des participants parce que bon, soit qu'il y a une nouvelle capsule qui est diffusée, vont tout de suite la visionner, ou en fonction de différents besoins, une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle nouveauté, donc les gens vont tout de suite visionner la capsule en question. Avez-vous des processus d'évaluation des apprentissages individualisés? Pardon. Dans un contexte de micro-learning, je vous dirais que la performance est de foi. Si le micro-learning est bon, les gens vont être en mesure de réaliser les tâches qui sont demandées au niveau de leur travail ou au niveau de leur rôle. Donc, je vous dirais que le meilleur processus d'évaluation associé au micro-learning vient du sentiment d'efficacité personnelle. La personne est en mesure de bien réaliser sa tâche, comprend pourquoi il le fait, dans quel contexte il le fait. Je vous dirais que c'est la meilleure façon d'évaluer une approche de micro-learning, compte tenu qu'ils sont très très proches de la performance attendue de la part des utilisateurs. OK. Combien de temps cela a pris pour faire un projet comme celui de la BDC, la demande au lancement des 80 capsules? Je vous dirais, pour une équipe de concepteurs, le temps de conception et de fermeture du projet au total et la réalisation de celle-ci, ça a pris 10 mois. Très, très rapidement, là, de la conception et le déploiement, 10 mois. L'enjeu, par contre, c'est un projet en agile, donc l'application était non existante quand les concepteurs sont rentrés. Donc, encore là, quand je parlais de priorisation de contenu, c'est important de bien comprendre que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait avec le contenu qui était prêt. Donc, il y avait une portion ou une fonctionnalité de l'application qui était développée. On pouvait faire, mettons, 3 ou 4 micro-capsules sur la nouvelle fonctionnalité ou les nouvelles tâches qui étaient à réaliser. Et ainsi de suite. Donc, on suivait très, très étroitement l'évolution du système. C'est un bel exemple, je vous dirais, de priorisation des contenus. La classe virtuelle est-elle une forme perfectionnée de micro-learning? Classe virtuelle, je vous dirais non. Dans un contexte micro-learning, la classe virtuelle, est-ce qu'elle peut être perfectionnée de micro-learning? Ça serait non. Pourquoi? Parce que bon, la classe virtuelle doit être programmée. C'est plus une approche formelle, je vous dirais. Dans le contexte d'utilisation où ce qu'on veut retirer le maximum de bénéfices au niveau du micro-learning, ce serait vraiment d'avoir une approche collée sur la performance de l'utilisateur. Donc, quand il doit utiliser la tâche, quand il doit réaliser la tâche, donc il doit accéder ou doit pouvoir être en mesure de visionner ou d'accéder au contenu de micro-learning. Donc, pour ce fait, moi, cette question-là, je répondrais non au niveau de la classe virtuelle, comme c'est une activité un peu plus formelle et dans laquelle elle doit avoir un agenda et une programmation particulière là, au niveau de la diffusion. Est-ce qu'il y a des coûts pour un channel privé sur YouTube? Je ne suis pas au courant de ça. Il faudrait voir à ce moment-là. Je sais que le channel YouTube demande certains critères, mais il faut être conscient qu'au niveau de YouTube, c'est accessible par un public très, très large. C'est-à-dire que
monsieur et madame tout le monde là, peuvent accéder là, au YouTube channel. C'est pas quelque chose de privé. Là. OK, une autre vague de questions. Comment s'assurer que c'est la personne désignée qui a fait le visionnement et qui a effectivement complété les capsules? Bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une stratégie de pull, donc les gens vont dans une approche de micro-learning parce qu'ils ont besoin de réaliser, un besoin d'information ou un besoin de formation sur une tâche à réaliser. Il y a des mécanismes, bien sûr, associés, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit au niveau d'un micro-portail dans lequel il y a une traçabilité qui est transmise à un LMS. Effectivement, on est capable, là, à l'aide de codes d'utilisateurs et d'authentification d'utilisateurs, de bien s'assurer que les gens ont fait la formation. Mais dans un contexte de micro-learning, est-ce que c'est approprié? Probablement que oui. Je vous dirais dans certains cas quand c'est associé à des certifications. Mais c'est quelque chose qui est possible dans un contexte là, de portail personnalisé. Y a-t-il une possibilité d'utiliser exclusivement le micro-learning pour une entreprise qui possède beaucoup de contenu dans plusieurs secteurs? Ben, je trouve cette question très, très intéressante. Je vous dirais que l'aspect que le micro-learning vient ajouter, c'est de la signification au contexte. Souvent, un contenu peut être pertinent pour plusieurs rôles ou plusieurs processus dans une organisation ou plusieurs secteurs. Par contre, en coupant ce contenu-là de façon très, très succincte, ou en petits blocs, on peut vraiment à ce moment-là valoriser ce contenu-là. Donc, permettre aux gens d'y accéder le plus grandement possible dans le fond, c'est qu'on gagne beaucoup de bénéfices à réutiliser ce contenu-là et à le diffuser à l'intérieur de l'organisation. Comparativement à une formation qui durait, mettons, 2 heures ou 1 heure, qui a, mettons, 4 minutes qui est pertinent pour certaines clientèles et dans lequel les gens ne retrouveraient pas dans leur contexte de travail certaine signification. Avez-vous déjà utilisé des incitatifs pour augmenter le nombre de visionnements? Si oui, lesquels? Bon, c'est sûr quand on fait une approche de micro-learning, on s'adresse toujours à une clientèle cible. Et bien sûr, au fur et à mesure selon l'approche de déploiement qu'on met en place, souvent, oui, dans le cadre de gestion de changement, on annonce la venue des nouvelles capsules. Et c'est très important. Dans le fond, exemple, ou dans un cadre de déploiement, on diffuse les 5 premières capsules. Par la suite, on sait qu'on va livrer ou qu'on va diffuser 2 capsules par mois ou une capsule par semaine. Donc, à tous les vendredis, c'est important d'envoyer un message courriel ou sur l'intranet pour stimuler, ou je vous dirais, ou aviser les gens que ces nouvelles capsules sont disponibles et bien sûr, promouvoir ou faire la promotion des visionnements là, associés à ces capsules de micro-learning. Et aussi des sujets. Souvent, les gens, quand ils font une recherche à l'intérieur des organisations, savoir qu'est-ce qui existe comme contenu ou comme information, c'est important de pouvoir diffuser au niveau du site web, au niveau de courriel, la liste des nouvelles capsules qui sont associées là, ou présentées là, dans le cadre du déploiement. OK. Autre question. Dans un contexte de changement majeur, serait-il préférable d'avoir un blog pour permettre l'échange et pour que les utilisateurs ne se sentent pas seuls? Encore une fois, tout vient dans le mode de diffusion. Oui, ça pourrait être une bonne solution du blog et même associer les capsules là, de micro-learning à l'intérieur du blog. Donc, les gens pourront à ce moment-là là, échanger sur les pratiques ou les éléments d'information qui sont présentés dans les capsules de micro-learning. Par contre, il y a les gens qui visionnent les capsules de micro-learning vont être dans un contexte de travail, donc près de leur pairs, en situation de travail. Lorsqu'ils sont en train de visualiser les capsules de micro-learning, peuvent aisément échanger avec leurs collègues de travail sur le contenu qui est présenté, la tâche à effectuer, les pratiques qui sont présentées dans les capsules. Donc, on est toujours, comme on est à l'extérieur d'une salle de classe, c'est pour eux l'opportunité vraiment d'être en contexte de travail et d'appliquer ces tâches-là. Une autre question. Y a-t-il une possibilité? OK. Comment différenciez-vous l'approche d'une solution comprenant la livraison d'un système d'aide à la tâche ou support à la tâche, comme par exemple RoboHelp?
Solution comprenant la livraison d'un système d'aide à la tâche ou support à la tâche. Bon, un peu difficile à expliquer parce qu'on mélange ici technologie et approche. L'important au niveau du microlearning, comme je vous dis, c'est l'approche. Le pourquoi qu'on choisit une approche de microlearning, c'est vraiment de donner l'accessibilité aux apprenants, aux utilisateurs, au contenu en situation de travail. RoboHelp permet effectivement de cataloguer, de gérer, de capturer l'information. Et c'est un système effectivement de support à la tâche. La nature de l'information est toujours associée, je vous dirais, à l'aspect conception. Et c'est vraiment important là, de bien comprendre que le micro-learning poursuit dans son contexte comment réaliser une tâche, donc le comment faire les choses. RoboHelp peut être aussi une forme de représentation de comment faire les choses. Par contre, ça peut rapidement devenir un élément d'information. Donc, vraiment bien différencier les deux au niveau là, de livraison de l'information versus livraison de formation, comment faire les choses ou axé sur une tâche en particulier des utilisateurs. Donc, je crois que c'est tout pour les questions. Encore une fois, je vous dis merci d'avoir participé à ce webinaire. Oh, d'autres questions viennent de rentrer. Donc, il en reste 4. Ça va être les dernières questions à laquelle je vais répondre. Et puis, à ce moment-là, je vais clore le webinaire. Est-ce que le webinaire facilite le travail utilisant la gestion de projet agile? Je vous dirais définitivement. Par la nature même des projets, la nature même des capsules, on sait qu'on travaille des petits morceaux de 5 minutes. La priorisation peut être séquencée en fonction des besoins. On peut travailler à plusieurs équipes, à plusieurs concepteurs. Donc, vraiment, en mode agile, effectivement, c'était le cas de la BDC. Donc, on avait des cibles hebdomadaires de 20 capsules par semaine à concevoir. Et puis, dans le fond, on avait le burn rate qui était vraiment de 20 capsules par semaine pour réaliser l'ensemble des capsules ou l'ensemble des morceaux de formation. Donc, oui, effectivement, le micro-learning facilite le travail en mode de gestion de projet agile. Est-ce un exemple de bon incitatif pour 5 capsules visionnées ou complétées, vous avez une chance de gagner un iPad? Je vous dirais que, bon, les incitatifs associés au micro-learning sont les mêmes qu'au niveau là, de la formation régulière. Vraiment, les gens, au niveau là, du besoin intrinsèque là, des utilisateurs, pour le visionnement des capsules ou la complétion des capsules demeurent les mêmes. Là où ce que le micro-learning a sa force, c'est dans le contexte d'utilisation ou ce qui gagne au niveau de la signification des contenus. Le micro-learning peut-il devenir une solution de formation exclusive? Oui, dans le cas de Desjardins, au niveau de la prise en charge des appels en anglais, n'était pas exclusive, mais elle était une bonne partie là, de la formation en contexte de travail. Donc, oui, elle pourrait devenir dans une solution de formation exclusive. Il faut juste bien la positionner à travers là, les besoins de l'organisation. Est-ce principalement pour l'aspect applicatif ou peut-on inclure une portion de savoir-être également? Je crois que dans le cas où ce qu'on parle là, de savoir-être ou d'attitude, donc le micro-learning pourrait, au niveau du design, amener un avantage, c'est-à-dire qu'on parle de pratique, on parle au niveau du service à la clientèle, on pourrait présenter des cas et à ce moment-là, demander à l'utilisateur de se positionner, comment régler des conflits. Effectivement, je pense que oui, le micro-learning pourrait inclure une portion de savoir-être également. Tout dépendamment du design à l'intérieur, comment on présente les informations. Mais oui, je vous dirais. La portion, ce qui va manquer au niveau du savoir-être, c'est vraiment la mise en pratique. Encore là, la mise en pratique va se faire live, en situation de travail, donc pour le savoir-être, mais peut vraiment donner des bonnes notions au niveau des meilleures pratiques du savoir-être. Je vous dirais que le micro-learning peut être une solution qu'on pourra envisager, oui.
Donc, c'est ce qui conclut notre webinaire. Il est maintenant près de midi. Je vous remercie de votre temps. J'espère également là, que le webinaire a répondu à vos attentes. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.